Il est allé fonder là où personne n'était allé. Je pensais qu'il ne tiendrait pas jusqu'à ce qu'il franchisse ma porte sans frapper. Ce soir-là, tout a basculé en une seconde, pas par un grand fracas, mais par ce bruit familier de paume contre le bois. Cette façon qu'il avait d'entrer comme on envahit un territoire. Mon estomac s'est glacé. Ma respiration s'est faite petite, comme si chaque souffle devait se cacher. Je m'appelle Fernanda. Je suis née dans un coin de Minagerais où les choses se fabriquent lentement. Le pain qui prend son temps pour dorer. Les conversations qui se terminent par un café. Les journées où l'on apprend à porter des responsabilités sans s'en plaindre. J'ai grandi vite. Une mère qui travaillait dur, des frères plus jeunes à surveiller. La maison qui réclamait qu'on s'occupe d'elle. Ce que j'ai appris, très tôt, c'était la prudence. On apprend à plier son assurance, à économiser son sourire pour les moments où il sert à quelque chose. On s'entraîne à être utile avant d'être vu. Quand j'ai rencontré Marcelo, il était doux dans les moments où c'était nécessaire. Il parlait de projets, de voyages, de choses simples comme s'ouvrir une boulangerie, des images qui s'adaptaient parfaitement à ma carte du monde. Il savait comment dire la bonne chose au bon moment. C'est souvent comme ça que commencent ces histoires, par une capacité à remplir un vide. J'ai cru qu'il était le compagnon qui stabiliserait mes jours, la main qui aiderait à porter la charge. J'avais besoin de sécurité, d'un partenaire, d'un foyer. Je n'imaginais pas à quel point ce mot, foyer, pouvait se transformer en prison. Au début, il n'y avait que des signaux subtils. Une remarque sur la façon dont j'habillais la maison, un commentaire sur qui je croisais à la boulangerie, puis des questions sur mes dépenses, suivies d'un petit contrôle des reçus ici et là. Des centaines de fois, il me donnait une explication qui sonnait raisonnable, et des centaines de fois je me persuadais que je me trompais. Ce n'était pas violent au sens des coups, du moins pas au début. C'était un lent tressage de doute, une usure faite de remarques rabaissantes et de silences pesants. Vous connaissez ce silence? Ce silence qui arrive après une phrase blessante, lorsque l'autre vous fixe en attendant une réparation que vous n'avez pas prévue? C'est un silence lourd qui dit « c'est ainsi que ça va rester si tu ne fais rien ». On finit par apprendre à faire profil bas. On finit par envisager ses propres désirs comme des velléités inutiles. Marcelo avait cette manie de tout surveiller. Son téléphone restait un objet menaçant sur la table. Ses yeux scrutaient les murs comme s'ils cherchaient des fissures où glissait une accusation. Les choses qu'il appelait précautions se sont multipliées. Revoir la liste des achats, contrôler les appels, interdire certaines amitiés. Il disait que c'était par amour, par souci. Il justifiait ses gestes avec des mots qui collaient bien, des mots qui m'ont longtemps fait douter de ma perception. La violence psychologique est sournoise parce qu'elle se drape de soins. « Je te protège », il disait, « tu ne comprends pas ce que je fais pour toi. » Et moi, épuisée, je me disais que je devais lui être reconnaissante. C'est un piège qui fonctionne à la lenteur. Les petites humiliations deviennent des habitudes, et les habitudes deviennent une réalité quotidienne qu'on finit par accepter comme inévitable. Il y avait des moments où tout reprenait un visage presque normal. Des nuits tranquilles, des dîners où il riait, des promesses de changement, les cycles de pardon et d'oubli. Chaque tentative de réparation venait car il savait ensuite comment me tenir. Il offrait des fleurs, des excuses, et je reprenais confiance, juste assez pour rester. C'est un tourbillon difficile à nommer. On se retrouve entraîné dans la croyance que l'amour est la solution à tout, y compris à ce qui vous érode. Mais la vie n'est pas faite uniquement de ces détails invisibles. Il y a aussi des preuves matérielles qui vous réveillent du mensonge. Un soir, j'ai découvert des photos. Elles étaient là, sous une pile de factures, comme un petit couteau qui vous coupe sans bruit. Voir ces images a été une rupture nette, presque chirurgicale. Devant ces preuves, mes doutes se sont changés en certitude. Mon histoire d'excuses n'était plus tenable, je ne pouvais plus me mentir. Décider de partir n'a pas été un acte héroïque, c'était une nécessité. Mais la pensée du départ était pleine de terreur. Où aller? Comment partir sans déclencher une réaction qui pourrait être pire? J'avais peur, peur pour mes affaires, pour ma sécurité, pour la honte. La honte est un poids qui nous empêche parfois de bouger. On craint le regard des autres plus qu'on craint le danger immédiat. Je me suis attachée pendant des années à l'image que je voulais donner. Et tout d'un coup, cette image devenait un obstacle à ma survie. C'est à ce moment que Sylvana est entrée dans mon histoire comme une réponse. Elle n'a pas fait d'annonce grandiose. Elle a juste tendu une main. Elle m'a dit simplement « Viens chez moi, on va en parler ». Quand quelqu'un vous propose un toit sans jugement, c'est un geste qui n'est pas anodin.
Sylvana était une amie de longue date, une personne qui connaissait mes parents, qui savait comment j'avais grandi. Elle représentait une continuité, une possibilité d'existence sans masque. Je ne l'ai pas acceptée de suite. J'hésitais, je pesais le risque. Mais finalement, j'ai pris le sac le plus léger que je pouvais et je suis partie. La nuit où je suis partie, je me souviens surtout des petits bruits. Mes bottes sur le trottoir, le froissement du plastique autour des quelques vêtements glissés dans un sac, le battement rapide de mon cœur qui me dictait la vitesse. J'ai quitté la maison comme on sort d'une pièce en feu, en regardant à peine derrière soi, parce que regarder c'est s'accrocher et s'accrocher, dans ces moments-là, c'est dangereux. Dans la voiture de Sylvana, j'ai regardé la ville défiler et j'ai senti une espèce de vertige, un mélange de honte, de peur, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, d'air frais. J'avais l'impression d'être une passagère dans ma propre vie. Quelqu'un prenait les décisions pour que je ne sois pas en danger. Et cette dépendance, même si elle était salvatrice, me renvoyait à mes propres manques, l'absence d'un réseau, l'absence de moyens, le fait d'avoir mis toute ma confiance dans une seule personne. Les premiers jours chez Sylvana ont été faits de stratégies discrètes. Changer de numéro, dresser une liste de choses à récupérer plus tard, récupérer quelques documents importants. Mais il y a aussi eu les choses qui comptent moins matériellement et qui m'attirent. Les nuits sans réveils imprévus. Le droit de ranger ma tasse sans craindre une remarque. Le droit de sourire sans question. J'ai pleuré souvent, parfois sans même savoir pourquoi. Les larmes venaient pour ce que j'avais perdu, mais aussi pour ce que j'avais enfin retrouvé. La possibilité d'examiner ma vie sans soupçon permanent. Je me souviens d'un matin précis. L'air sentait le pain cuit, et la ville était encore humide de la rosée. Sylvana a préparé du café, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu manger sans me méfier. Cela semble banal, mais à ce moment-là, c'était monumental. Les odeurs de café et de pain avaient un pouvoir réparateur. Elles parlaient de routine, de choses simples qui vous rattachent à la vie. J'ai oublié un instant que j'étais en fuite. J'ai simplement été. Et pourtant, la fuite n'efface pas tout. Elle laisse des traces, des dettes, des papiers administratifs compliqués. Elle fracture les ressources. Quitter signifie aussi trouver un emploi, reprendre pied. J'avais besoin d'un travail qui me rende indépendante, même modestement. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher quelque chose de simple. Un endroit où me lever le matin, où occuper mes mains, où reprendre le fil d'une dignité oubliée. La boulangerie est arrivée presque par hasard. C'était une petite affaire de quartier, tenue par un homme tranquille, Zé Valdomiro. Il cherchait quelqu'un pour l'aider à l'aube, pour préparer les pâtes, pour mettre la farine sur les tables. J'étais maladroite au début. Mes mains tremblaient si fort que je faisais tomber la farine. Mais il ne m'a pas regardée comme si j'étais cassée. Il m'a accueillie avec une sorte de patience qui ne posait pas de questions indiscrètes. Travailler à la padaria fut un ancrage. L'odeur du levain, le bruit des pétrins, le tremblement des fours au lever du jour, tout cela m'a donné des repères. Je retrouvais une forme de dignité laborieuse. Gagner mon pain, au sens propre et au sens figuré. C'est dans ce lieu modeste que j'ai commencé à reconstruire ma parole. Entre deux fournées, je racontais peu à peu à Sylvana ce qui s'était réellement passé. Dire les choses à voix haute est un exercice douloureux mais nécessaire. La première fois que j'ai prononcé les mots « contrôle coercitif » devant elle, j'ai senti leur poids et en même temps la liberté qu'il y a à nommer un mal. Donner un nom à la souffrance, c'est la rendre moins mystérieuse, moins habitée par la honte. Peu à peu, en travaillant, en économisant, en parlant, j'ai commencé à réparer les fissures. La reconstruction est lente et elle n'est jamais linéaire. Il y a des journées où l'on recule et d'autres où l'on avance d'un pas ferme. J'ai rencontré des professionnels, dont la Dr Amelia, une psychologue qui m'a aidé à comprendre que je n'étais pas seule et que mes réactions avaient des racines. En thérapie, j'ai appris à reconnaître les signes du contrôle, à ne pas confondre amour et emprise. C'était une école d'humilité et de courage. Et puis il y a eu Reynaldo. Il est entré dans ma vie comme on entre dans une pièce en apportant de la lumière, sans bruit, sans feuilleter nos blessures, avec une patience qui n'exigeait rien en retour. Il a respecté mes rythmes. Il n'a pas voulu tout réparer d'un coup. Nous avons construit quelque chose de délicat. Des promenades, des conversations sur des bancs, des moments simples où je pouvais tester ma capacité à faire confiance. Avec lui, j'ai réappris que l'amour peut être une main qui soutient sans serrer. Mais la vie, fidèle à sa complexité, nous a appris aussi ce qu'est la perte. La mort de Reynaldo a été un coup que je n'avais pas prévu. C'était une douleur qui avait la couleur du manque et le bruit d'une absence définitive.
Apprendre à vivre avec le voisin silencieux du deuil m'a transformée. J'ai pleuré ce futur que je croyais possible, et pourtant, paradoxalement, j'ai aussi senti que cette histoire m'avait donné un souffle nouveau, celle d'avoir aimé, d'avoir été aimée dans le respect. Ce don, même brisé, m'a permis de croire que je pouvais encore m'ouvrir. À ce stade, je commençais à faire des choses pour d'autres, parler à des femmes au marché, écouter des confessions à voix basse, prêter une oreille sans jugement. J'ai rejoint un groupe de soutien animé par des bénévoles, où les histoires se mêlaient et où l'on apprenait à nommer la violence sans se déchirer. C'est dans ces rencontres que j'ai compris que ma douleur pouvait devenir un pont, pas seulement un voile. Mais avant de pouvoir faire ce pont solide, il fallait encore traverser un autre espace, celui de la peur qui subsiste, du corps qui se réapprend. Je me souviens de nuits où je sursautais au moindre bruit, où je regardais la porte comme si elle pouvait s'ouvrir à tout moment. La reconstruction n'efface pas instantanément la vigilance, elle la reformule en protection consciente. J'apprenais à remettre la clé dans ma main, littéralement et symboliquement. Il y a des moments dans ce chemin où l'on rencontre des personnes qui font le choix d'aller plus loin, d'aller là où personne n'est allé. Je pensais que ces hommes n'existaient qu'en théorie, comme des concepts, des listes d'actions à accomplir. Je ne m'attendais pas à en croiser un qui ferait de l'accompagnement un projet concret, qui oserait aller là où personne n'était allé pour parler, pour confronter d'autres hommes, pour organiser des espaces de parole. Mais la vie, encore une fois, aime surprendre. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de ces réunions. C'était à la Padaria, entre deux fournées, quand un collègue a mentionné un groupe où des hommes se rassemblaient pour parler de leur comportement, de leur héritage, de la violence qui se transmet. J'ai ri intérieurement, sceptique, et pourtant quelque chose m'a tiré vers l'idée. L'idée qu'un homme prenne sur lui d'aller fonder un lieu pareil avait une force symbolique immense. Penser qu'il pouvait être partie prenante de la réparation et non seulement témoin ou adversaire ouvrait un champ d'espérance. Je ne savais pas encore qui serait cet homme. Je ne savais pas non plus comment ce mouvement se tisserait. Mais je sentais, au fond de moi, qu'il fallait regarder ces initiatives avec prudence et désir. Elles n'effaçaient rien de ce que j'avais vécu, mais elles pouvaient construire un horizon différent. Et c'est là que commence un autre chapitre, celui où l'on voit apparaître des gestes qui transforment la douleur en action collective. Avant que cela n'advienne pleinement, j'avais encore à me réparer, à apprendre à réclamer mon espace. J'ai commencé des ateliers, assisté à des réunions, parlé devant un petit groupe pour la première fois. Dire mon histoire publiquement m'a fait trembler, mais aussi m'a libéré d'un poids ancien. Les réactions étaient variées, des visages qui pleuraient, des mains qui me serraient sans savoir quoi dire, et des silences respectueux qui valaient tous les mots. À la fin d'une de ces réunions, un homme est venu me voir. Sa voix était douce, et il m'a dit « Merci de nous avoir confié cela. Nous avons besoin d'entendre. Si jamais vous voulez, nous avons un espace où nous essayons, nous aussi, de comprendre. » Je ne savais pas alors que cet homme, plus tard connu sous le nom d'Ottavio, serait celui qui irait fonder là où personne n'était allé. Pour l'instant, c'était juste une voix, une promesse au conditionnel. Je garde cette rencontre comme une petite graine plantée dans un sol encore meuble. Elle symbolisait quelque chose d'important, la possibilité que la reconstruction ne soit pas uniquement individuelle, mais collective. Que des hommes prennent conscience, se rassemblent et apprennent à déconstruire des mécanismes transmis de génération en génération. Le chemin pour en arriver là est long. Il demande des conversations sincères et parfois douloureuses, mais il est nécessaire. Je me rends compte, en parlant, que ces étapes racontent un mouvement, du silence à la parole, de la peur à la prudence, de la fuite à la reprise de la vie. Il y a dans cette trajectoire des moments de grâce et des moments d'effondrement. Mais chaque fois que je tombais, quelqu'un tendait la main. Sylvana, la Padaria, la doctora Amelia, des inconnus dans des groupes. Chacun de ces gestes a été une pierre posée pour reconstruire un chemin qui, longtemps, m'avait semblé impossible. Et pourtant, même avec toute cette aide, il reste des nuits où la peur revient. C'est normal. Reconstruire ne veut pas dire oublier, c'est apprendre à porter le souvenir sans qu'il occupe toute la place. À chaque petit pas, je récupérais une parcelle de moi. J'ai commencé à réapprendre à ouvrir la porte seulement après avoir regardé par le Judas, à prendre des décisions pour moi-même, à dire non sans justifier. Je ne sais pas encore, à cet instant précis où je vous parle, comment seront les jours qui suivent. Je sais seulement que l'histoire continue, que des hommes viendront, certains pour casser, d'autres pour bâtir. Je sais aussi que la présence d'un homme qui ose aller fonder des lieux de parole auprès d'autres hommes change quelque chose dans la trajectoire de nos vies. Mais pour que ces initiatives portent des fruits réels,
il faudra du temps, des résistances surmontées et des engagements constants. Quelques semaines après mon arrivée chez Sylvana, une petite routine s'est installée. J'allais travailler, je parlais, je voyais une psychologue. Puis, un soir, alors que je terminais une fournée, j'ai entendu un murmure de la part d'un habitué de la boulangerie. « Ils ont commencé des rencontres, les hommes !» Cette phrase simple a provoqué en moi une curiosité brûlante, mais aussi une méfiance. J'ai posé des questions, écouté, attendu. Les paroles qui revenaient parlaient d'hommes réunis pour discuter de masculinité, de colère, de transmission des comportements. Certains disaient qu'ils cherchaient à être meilleurs pères, d'autres qu'ils voulaient comprendre pourquoi ils répétaient des violences. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, est-ce possible? Est-ce que réellement un homme pouvait décider d'aller fonder là où personne n'était allé? Un lieu de construction et non de reproduction? Le récit, ici, n'est pas encore achevé. Il y a des bifurcations à venir, des rencontres à apprendre, des relations à mesurer, des décisions à prendre. Mais ce que je peux dire maintenant, c'est que la voie de la reconstruction commence souvent par de petites décisions. Accepter une invitation, dire la vérité à voix haute, préparer une pâte à pain pour 3 heures du matin. Ce sont ces gestes qui font que la vie reprend, doucement, une forme de rythme propre. Si cette histoire résonne en vous, si des mots claquent, comme des échos dans une partie de votre passé, restez avec moi. Il y a encore des épisodes à raconter, des moments où la douleur se transforme en action, des rencontres qui redessinent le paysage de nos vies. Gardez cela en tête, parfois, la main qui s'approche pour bâtir le monde que nous espérons vient de l'endroit le plus inattendu. Quelques semaines sont devenues des mois, et la graine entendue à la padaria a fini par germer. Les premières réunions d'hommes se tenaient dans des lieux improvisés. Une salle paroissiale, le fond de la bibliothèque municipale après la fermeture, parfois la cuisine de Donna Carmen quand le froid ou la pluie rendèrent les déplacements difficiles. Je me rappelais qu'au début, j'écoutais plus qu'autre chose. J'écoutais la manière dont ils articulaient leurs peurs. Comment ils déplaçaient la responsabilité d'une génération à une autre. Comment ils tentaient aussi, maladroitement, de chercher des clés pour être meilleurs. Ottavio venait souvent aux rencontres. Il parlait peu, il écoutait beaucoup. Sa présence n'était pas imposante, elle était disponible. Il ne portait pas de discours magistral, pas de solution prête à servir sur un plateau. À la place, il apportait des questions et une constance tranquille. Il revenait semaine après semaine, tapotait une chaise vide pour que je m'asseye, offrait du café, demandait comment j'allais. Quand il a commencé à organiser des séances réservées aux hommes, il n'a pas déclaré qu'il avait la réponse. Il a dit qu'il voulait apprendre. Et c'était, paradoxalement, cela qui faisait de lui l'un de ceux qui allaient fonder un espace là où personne n'en avait ouvert avant. Les premières réunions étaient timides. Les hommes arrivaient avec leurs histoires de travail, de dettes, de colère contenue. Certains se barricadaient derrière l'humour pour éviter l'émotion. D'autres, moins préparés à la vulnérabilité, quittaient la salle en catimini après la première heure. Mais il y avait aussi des hommes qui restaient, qui revenaient, qui recommençaient à appeler leur père seulement pour lui parler sans juger. Il y eut des jours où il fallait plus qu'une chaise et un café. Il fallait une main sur l'épaule quand la voix se brisait, une parole ferme qui ne minimisait pas les peurs, et surtout, une persévérance à continuer d'inviter ceux qui avaient besoin d'entendre, même s'ils ne venaient qu'une fois. Je ne peux pas raconter tout sans dire qu'il y a eu des résistances. Au début, certains hommes se moquaient à l'extérieur, réduisant l'effort à une mode. D'autres pensaient que tout se réglerait avec de la discipline ou des punitions. Mais petit à petit, les discours sont devenus plus nuancés. On a commencé à travailler sur des gestes concrets. Comment reconnaître un déclencheur, comment demander de l'aide, comment réagir devant un partenaire qui a peur. Ottavio introduisait des pratiques simples, presque banales. Écouter sans interrompre, demander « Qu'as-tu vécu ?» Accepter que la réponse ne soit pas instantanée. Ces gestes, répétés, ont tissé un apprentissage. Il y avait aussi des moments d'étonnement sincère. La première fois qu'un homme a dit « Je n'aime pas ce que fait mon frère, mais je ne sais pas comment l'aider », ou quand un autre a avoué qu'il avait peur de reproduire la colère de son père. Ces aveux, minces au départ, ont grossi en conversations plus profondes. C'était loin d'être miraculeux. Il n'y a pas eu un seul avant-après. Mais il y a eu une transformation progressive. Des hommes qui se renseignent, qui partagent des lectures, qui se présentent comme témoins dans des groupes mixtes pour écouter plutôt que pour justifier. Je me suis retrouvée, sans l'avoir vraiment cherché, à participer à la construction de ces espaces. J'apportais mon histoire et mon regard, non pas pour juger, mais pour dire « Voilà ce que cela fait pour nous ».
Parfois, je faisais des interventions courtes lors des réunions mixtes, parfois j'écoutais. C'était important que je ne prenne jamais le rôle de maîtresse de cérémonie. Ma parole devait être un témoignage et non une leçon. Je voulais que mon histoire serve de pont, pas de tribunal. La vie, pendant cette saison, a continué d'être tissée d'amour et de pertes. Ottavio et moi avons avancé prudemment. Nous avons partagé des après-midi à chercher des feuilles de salle municipale, des soirées où il est venu me chercher après une visite chez la psychologue, des repas avec sa mère, Donna Carmen, qui m'accueillait avec des plats faits du cœur. Progressivement, nous avons laissé tomber les protections excessives. Nous avons construit une cohabitation légère, pas d'emprise, pas de rituels oppressifs, mais une manière de prendre soin l'un de l'autre au quotidien. Il m'a montré que la sollicitude pouvait être discrète et respectueuse, tenir ma tasse de thé quand j'avais froid, proposer de m'accompagner chez le médecin sans dramatiser. Et puis, il y a eu le moment où mon corps a choisi de parler autrement que mon cœur. Au début, c'était de la fatigue persistante qui ne passait pas malgré le repos, des œdèmes légers, des nuits plus mauvaises. J'ai repoussé l'idée d'une maladie, comme on repousse une lettre qui pourrait nous demander des comptes. J'avais peur, je crois, de devoir dépendre encore une fois. Mais la réalité médicale n'attend pas les hésitations. Après des analyses et des consultations, on m'a parlé d'insuffisance rénale. Les mots sont tombés avec une précision que je n'aimais pas. Taux, fonction, suivi. Je ne connaissais pas bien ce monde-là, mais j'ai su immédiatement que je ne voulais pas qu'il me redéfinisse. Je me souviens de la pièce blanche où le médecin a expliqué les options, les traitements possibles, les risques. J'ai noté des dates, des rendez-vous, des recommandations. J'ai senti l'effroi monter, cette vieille compagne qui sait se faufiler derrière les décisions. Mais cette fois, la peur ne m'a pas paralysée. Elle m'a poussée à rassembler les ressources dont j'avais besoin. Humaines d'abord. J'ai appelé Ottavio, qui a tout à fait su être présent sans envahir. Il a pris des notes, a demandé des détails pour mieux comprendre, a offert sa main au moment où j'en avais le plus besoin. L'hospitalisation n'a pas été instantanée, mais la nécessité d'une intervention s'est imposée. Je n'entrerai pas dans le détail technique, car cela n'aiderait personne. Je dirai seulement que j'ai été opérée, que j'ai eu des moments effrayants et des nuits longues. Il y a eu des jours où la faiblesse physique m'a ramenée à des espaces intimes de dépendance. Et il y a eu des jours où la gratitude m'a submergée. Gratitude pour les professionnels qui travaillaient avec compétence, pour les amis qui se relayaient, pour ceux qui, comme Ottavio, sont venus et sont restés. Pendant cette période, des choses se sont encore clarifiées pour moi. J'ai pu expérimenter en acte ce que j'avais tant prêché, la réciprocité. Autrefois, j'avais été celle qu'on protégeait, parfois mal et parfois bien. Cette fois, les rôles se sont équilibrés. J'ai été soignée et j'ai reçu ce soin comme un droit et non comme une dette. Et quand j'ai commencé à me relever, j'ai découvert que le soin que j'avais donné aux autres, à écouter, à accompagner, à témoigner, avait semé une communauté prête à me soutenir en retour. La convalescence a été un temps d'apprentissage. J'ai appris à accepter des aides sans culpabilité. J'ai appris à parler de ma maladie sans dramatiser ni l'occulter. J'ai appris à poser des limites sur mon propre tempo de reprise. Et j'ai observé avec gratitude qu'Ottavio s'était impliqué pour que je puisse continuer mes activités d'accompagnement à mon rythme. Il gérait des appels, organisait des réunions, veillait à ce que les groupes aient des espaces sûrs. Ce que je n'avais pas envisagé, c'est qu'il allait aller plus loin dans son engagement. Un jour, il m'a annoncé qu'il avait proposé à un petit groupe d'hommes de venir écouter le témoignage de femmes survivantes. « Il faut qu'on entende sans se défendre », m'a-t-il dit. « Il faut que l'on comprenne ce qu'est la peur. » J'étais à la fois émue et inquiète. Ces rencontres peuvent être précieuses, mais elles peuvent aussi être dangereuses si elles ne sont pas menées avec précaution. Nous avons donc co-construit un format. Un temps pour écouter, un temps pour questions, des règles de non-attaque et la présence d'une psychologue pour encadrer les échanges quand c'était nécessaire. Je me souviens de cet après-midi précis, de la tension dans la pièce, de la première femme qui a parlé d'une respiration volée et de l'homme qui s'est mis à pleurer, non pour se justifier, mais parce qu'il comprenait l'ampleur de ce qu'il entendait. La force de ces rencontres résidait dans leur honnêteté. Ce n'était pas une séance de réparation instantanée, mais une table où l'on posait ensemble des paroles parfois maladroites, parfois courageuses. Les hommes qui venaient à ces rendez-vous ont appris à regarder le monde avec un autre angle. Certains se sont excusés maladroitement, d'autres ont promis de consulter, quelques-uns ont simplement quitté la salle, transformés par la prise de conscience.
Ce fut l'illustration concrète du titre que je vous ai donné. Il est allé fonder là où personne n'était allé. Ottavio, sans faire de bruit, avait permis que des espaces de dialogue existent entre ceux qui blessent et ceux qui ont été blessés. Notre projet a pris des formes variées. On a commencé par des réunions hebdomadaires, puis au fil des besoins, nous avons organisé des ateliers thématiques, parenté, transmission, gestion de la colère, communication non violente. Nous avons invité des intervenants, psychologues, éducateurs, parfois des hommes qui avaient interrompu des cycles de violence dans leur propre famille. Nous avons créé des fiches simples, des rappels de langage, des exercices de respiration à faire avant une dispute. Rien de prétentieux, juste des outils concrets. La communauté locale a peu à peu pris conscience de ces actions. Certaines personnes se sont rapprochées discrètement pour demander comment recréer de tels espaces dans leur quartier. D'autres nous ont apporté des petites aides. Près d'une salle, impression de flyers, partage d'un repas après une réunion. Je garde un souvenir particulier d'une après-midi où Johanna est venue interrompre notre café de pause. Elle m'a pris la main et m'a dit qu'elle avait pu, grâce à un atelier, dire non une fois de façon claire, et que cela avait changé sa relation avec son fils. Sa gratitude était simple, sans grandiloquence, mais elle disait l'essentiel. Le changement se mesure parfois en gestes minuscules et quotidiens. Patricia, elle, est arrivée un soir avec la clé de son appartement tremblante et une décision ferme. Elle voulait quitter une relation mais ne savait pas comment l'organiser sans mettre en danger ses enfants. Ensemble, nous avons élaboré un plan discret avec des relais, des hébergements temporaires, des démarches administratives à entreprendre quand la sécurité serait assurée. Ce n'était pas une prouesse héroïque, mais c'était un réseau qui se mobilisait pour que le départ fût le plus sûr possible. Quand je pense à ces gestes, je réalise combien la reconstruction tient parfois à ces détails pratiques, une adresse, un appel fait au bon moment, un sac déjà prêt dans un placard. Eduardo, lui, a été un cas différent. Il est venu au groupe avec une colère à fleur de peau, souvent provocateur, prêt à rabaisser pour éviter d'être interrogé. On a mis du temps à trouver la clé avec lui. Mais petit à petit, sous la constance d'Ottavio et la possibilité de parler sans être jugé, Eduardo a commencé à dénouer ce qu'il portait. Un père absent, des modèles masculins toxiques, une honte profonde. Ce n'était pas une absolution, c'était un travail, long et rouillé. J'ai vu, au fil des mois, des changements. Il appelait sa fille maintenant. Il avait commencé à fréquenter un atelier d'expression des émotions. Ces modifications n'étaient pas parfaites, mais elles témoignaient d'un mouvement. En parallèle de ces activités, ma propre guérison a pris une autre forme, transmettre. Quand j'ai pu le faire, j'ai animé des groupes pour femmes. J'ai co-animé des cycles mixtes, j'ai témoigné dans des écoles. Chaque prise de parole me coûtait un peu, mais elle me rendait aussi plus robuste. Les rencontres publiques ont parfois attiré des journalistes locaux. Une fois, une chaîne régionale est venue faire un reportage. Nous avons refusé tout sensationnalisme. Nous avons souhaité montrer le travail concret, des visages, des mains qui se serrent, des chaises qui se disposent en cercle. L'écho de ces reportages a attiré quelques personnes éloignées, des parents inquiets, des hommes en recherche, des femmes hésitantes. Il est important de dire que tout cela n'a pas effacé la douleur, ni les nuits de doute. Même lorsque tout semble aller mieux, il y a des retours en arrière, des paroles qui réveillent, des anniversaires qui pèsent. La résilience n'est pas une ligne droite, c'est une série de reprises où l'on tombe et se relève. Mais il y a aussi des jalons. Le jour où j'ai retrouvé le courage de regarder une vieille photo sans ressentir cette panique viscérale, la journée où j'ai pu fermer la porte de ma maison, en sachant qu'elle m'appartenait, non pas comme un objet, mais comme un espace de décision. Ottavio et moi avons fini par officialiser une vie à deux qui n'était pas une fuite, mais une création choisie. Nous n'avons pas fait de grandes fêtes, nous avons partagé des repas, rendu visite à des familles, discuté des manières d'inculquer à nos proches une idée de respect. Ses proches, notamment Donna Carmen, se sont approchés avec bienveillance. Elle m'offrait des sacs de pain et des conseils pratiques, mais aussi des silences qui soutiennent. Sa présence a aidé à ancrer ce que nous construisions. Petit à petit, j'ai compris ce que signifiait vraiment reprise de la clé dans sa main. Ce n'est pas un geste unique, mais un ensemble d'actes. Décider de sa sécurité, fixer des limites, se donner le droit d'aimer sans peur, exiger le respect. J'ai appris aussi que la reconstruction n'était pas seulement individuelle. La guérison durable naît quand une communauté accepte de changer ses imaginaires, quand elle offre des lieux pour dire, entendre et réparer.
C'est là que le geste d'un homme comme Ottavio prend toute sa portée. Il n'a pas sauvé qui que ce soit à lui seul. Il a déclenché des conversations qui rendent possible la réparation. Les années ont passé. Quelques histoires se sont achevées, d'autres ont commencé. Certaines femmes ont retrouvé des emplois stables, d'autres ont continué leur chemin de thérapie. Des hommes se sont engagés dans des formations pour la parentalité, certains ont accepté d'être mentors pour d'autres. Nous avons redessiné un petit réseau, sans prétention, mais vivant. Nous avons organisé des journées de sensibilisation, parfois dans la cour de la Padaria, quand le soleil était clément et que le pain circulait encore chaud. Le lieu humble de l'origine restait pour nous un symbole. C'est souvent dans les choses simples que la dignité renaît. Je revois souvent la première fois où j'ai entendu la phrase « Il est allé fonder là où personne n'était allé ». Elle résonne autrement aujourd'hui. Au début, je l'entendais comme une image presque poétique. Désormais, je la comprends comme un acte de courage ordinaire. Fonder un espace ne signifie pas ériger un bâtiment. Cela veut dire ouvrir un lieu de parole, persévérer quand les autres rient, respecter la lenteur du changement, accepter l'imperfection humaine et continuer. C'est un travail patient, sans fanfare, qui dépasse la bravoure individuelle pour s'ancrer dans la collectivité. Un jour, lors d'une rencontre, un jeune homme s'est approché de moi en larmes. Il m'a dit qu'il avait commencé à s'intéresser à ce que nous faisions après avoir vu un petit reportage. Il venait d'arrêter une relation où il se rendait compte qu'il n'était pas lui-même, qu'il avait répété des gestes qu'il n'aimait pas. « J'ai eu peur », m'a-t-il chuchoté, mais j'ai senti que je pouvais essayer autrement. Sa tentative indiquait que le modèle changeait. Même ceux qui furent formés à reproduire la domination peuvent choisir la dignité. C'est cela, pour moi, la preuve la plus solide que les espaces créés valent la peine. Il faut aussi dire qu'il n'y a pas eu que des succès. Certains retours furent douloureux, des tentatives de réconciliation mal engagées, des rechutes. Mais ces échecs nous ont appris l'humilité. Ils nous ont rappelé qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut structurer l'écoute et encadrer les décisions, ne pas négliger la sécurité. Nous avons formalisé des protocoles simples, système d'alerte, référent, numéro d'urgence à disposition et surtout la recommandation constante de chercher une aide professionnelle quand la complexité dépasse notre champ. Nous étions une base, pas une solution totale. Avec le temps, notre manière de faire a évolué. Nous avons formé des facilitateurs, des hommes et des femmes qui acceptèrent de mener des groupes. Nous avons gardé la même éthique, respect, confidentialité, refus du spectacle. La multiplication de petites cellules locales a été pour moi une joie profonde. Voir d'autres quartiers reproduire des espaces où l'on peut parler sans honte a confirmé que la graine initiale n'était pas un simple effet de hasard. J'ai aussi gardé des relations avec la Padaria et avec ce Valdomiro, cet homme discret qui m'avait donné ma première chance. Parfois, après une réunion, nous allions là-bas, nous fumions un thé et il me demandait sobrement comment j'allais. Sa simplicité rappelait que l'aide peut venir des endroits les plus quotidiens. Les gestes ordinaires, répétés, ont une force insoupçonnée. Aujourd'hui, quand je ferme la porte de mon appartement, la clé tourne avec une assurance différente. Elle n'a pas perdu sa signification matérielle. C'est une serrure, un mécanisme. Mais pour moi, elle symbolise la capacité de reprendre des décisions, de garder des limites et de choisir qui entrerait dans ma vie. Je ne la brandis pas en étendard. Je la garde comme un objet précieux, rappel d'un chemin parcouru. Je raconte tout cela non pas pour me congratuler, mais pour témoigner que le mouvement est possible. J'écris pour que celles et ceux qui écoutent sachent qu'il existe des chemins, même quand la sortie semble introuvable. Il y a des gens qui tendent la main. Des amis comme Sylvana, des employeurs comme ce Valdomiro, des professionnels comme la doctora Amelia et des hommes comme Ottavio qui ont choisi d'aller fonder des espaces où l'on n'avait pas l'habitude de parler. Ces choix, cumulés, transforment un paysage. Avant de terminer, je veux raconter une scène qui me revient souvent. C'était un après-midi clair. Un cercle composé d'hommes et de femmes, jeunes et vieux. On avait proposé un exercice simple. Chacun devait dire une chose qu'il ferait différemment demain. Les phrases commencèrent timides, puis plus libres. Un homme a dit « Je vais apprendre à demander pardon sans argumenter ». Une femme a dit « Je vais me lever et réorganiser mon placard pour moi ». Un jeune garçon, présent avec son père, a dessiné un soleil sur une feuille et l'a donné à sa mère. Cette simplicité contenait une force immense. La réparation peut se jouer dans les petites décisions du quotidien. Mon chemin n'est pas terminé. J'ai encore des nuits où l'angoisse revient, des jours où la fatigue médicale m'oblige au repos.
Mais il y a aussi une toile de personnes sur lesquelles je peux m'appuyer et une responsabilité que j'accueille, transmettre ce que j'ai appris. Je continue à participer, à écouter, à apprendre. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un qui pense que les hommes ne changeront jamais, je pense à Ottavio. Sa constance a prouvé que des actes modestes et persistants peuvent ouvrir des routes là où personne ne pensait aller. Si mon histoire vous parle, j'aimerais que vous le disiez. Dites votre nom, votre ville. Un mot bref de solidarité si vous le souhaitez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres témoignages et suivre notre travail. Le geste de partager, pour nous, c'est un pas de plus vers ces espaces que nous essayons de faire exister. Je ferme en revenant à l'image qui m'habite souvent. Une poignée de porte, un geste simple et décisif. Reprendre la clé, c'est d'abord un acte intime. Mais il devient un acte communautaire quand on comprend que la sécurité et la liberté se construisent ensemble. À celles et ceux qui se sentent pris au piège aujourd'hui, je veux dire ceci. Il existe des mains prêtes à vous aider, des lieux pour parler et des personnes prêtes à apprendre. À celles et ceux qui doutent de la capacité à changer, souvenez-vous qu'un homme a osé aller fonder là où personne n'était allé, et que ce simple choix a permis à beaucoup d'autres de reprendre leur souffle.